Le professeur Seyunichi Akasofu dirige le centre de recherche arctique de l'Alaska, le plus important institut du monde en la matière. Le professeur Akasofu souligne que les calottes glaciaires sont soumises en permanence à un processus naturel d'expansion et de contraction. La chute de blocs de glace du continent antarctique, dont de temps à autre on entend parler, a dû se produire à toutes les époques. Mais comme nous disposons aujourd'hui de satellites qui détectent ces phénomènes, ils font l'actualité. Je vois tous ces programmes télévisés relatifs au réchauffement planétaire, montrant de grands blocs de glace qui s'effondrent sur les bords des glaciers. Mais on oublie que la glace est toujours en mouvement. Ces images satellites de la NASA montrent dans toute leur ampleur l'expansion et la contraction naturelle des glaces de la mer polaire au cours des années 1990. Les journaux d'information diffusent régulièrement des images de glace se détachant des bords de l'Arctique. Ce que l'on omet de dire, en revanche, c'est qu'il s'agit d'un phénomène aussi ordinaire en Arctique que la chute des feuilles un jour d'automne. On me demande, avez-vous vu de la glace tomber sur les bords des glaciers? Oui, c'est le dégel du printemps. Il se produit tous les ans. Les journalistes nous sollicitent en permanence à l'affût d'éléments sur l'effet de serre. Je leur réponds qu'il n'existe rien de tel. Il est aussi courant d'imputer la variation du niveau des mers au changement climatique. Mais cette corrélation est-elle scientifiquement avérée? La variation du niveau des mers sur la planète est régie par deux facteurs. D'une part, des facteurs locaux, le rapport de la mer à la Terre, lequel a, soit dit en passant, plus à voir avec l'élévation ou l'affaissement du niveau des terres qu'avec la hausse ou la baisse du niveau des eaux. D'autre part, le statisme, la variation du niveau des mers à l'échelle mondiale. Celle-ci est liée à l'expansion thermique des océans. Elle n'a rien à voir avec la fonte des glaces et se déroule sur des durées bien plus longues que l'espace de votre vie ou de la mienne avant même qu'on puisse la détecter. On soutient par ailleurs qu'une faible hausse des températures entraînera la propagation vers le nord de maladies tropicales mortelles transmises par les insectes, telles la malaria. Mais là encore, est-ce bien exact? Le professeur Paul Reiter de l'Institut Pasteur à Paris est l'un des spécialistes les plus réputés de la malaria et d'autres maladies inoculées par des insectes. Il est membre du comité consultatif de l'Organisation mondiale de la santé, a présidé le comité américain d'entomologie médicale, de la Société américaine de médecine tropicale et a dirigé la publication de la section santé du rapport d'évaluation nationale des conséquences potentielles de la variabilité climatique commandé par le gouvernement américain. Les moustiques ne se cantonnent pas aux régions tropicales. Chacun peut constater qu'il y en a dans les régions au climat tempéré. On en trouve même énormément en Arctique. En fait, dans les années 1920, c'est en Union soviétique que s'est propagée la plus grande épidémie de malaria. On a compté 13 millions de cas déclarés par an et près de 600 000 morts. Une catastrophe épouvantable qui a atteint le cercle arctique. À Archangel, on a comptabilisé 30 000 cas et 10 000 morts. La malaria n'est donc pas uniquement une maladie tropicale et cependant, les associations de lutte contre le réchauffement climatique répandent la menace que la maladie pourrait se déplacer vers les régions du Nord. Les rapports officiels émis par le GIEC sont souvent très alarmants. Mais sont-ils fiables? J'ai été scandalisé par la lecture du deuxième et du troisième rapport d'évaluation. Ce n'était qu'une addition d'informations inexactes sans aucune source scientifique. En tout cas, pratiquement aucune littérature scientifique élaborée par des spécialistes sérieux n'y était citée. Dans une lettre ouverte au Wall Street Journal, l'ex-président de l'Académie nationale américaine des sciences, le professeur Frederick Seitz, révèle que le GIEC a bien censuré les commentaires de certains scientifiques. Il écrit « Ce rapport n'est pas conforme à la version approuvée par les scientifiques ayant contribué à sa rédaction ». De fait, plus de 15 points importants du chapitre scientifique ont été supprimés. Comme par exemple, aucune étude n'a pu prouver de façon définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Ou encore, à ce jour, aucune étude ne peut dire que l'homme est totalement ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Et le professeur Seitz de conclure, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie
que celle dont témoignent les événements qui ont abouti au rapport du GIEC. En retour, le GIEC ne nie pas avoir supprimé des articles, tout en certifiant que cela n'a pas été fait par malhonnêteté ou parti pris, et affirme que, par ailleurs, les incertitudes sur les causes du réchauffement global ont été conservées. Les modifications auraient été apportées suite à des remarques faites par certains gouvernements, par des scientifiques indépendants et par des ONG. Quand j'ai démissionné du GIEC, j'ai cru que l'affaire était classée, jusqu'à ce que je constate que mon nom figurait encore sur l'avant-projet. J'ai donc demandé qu'il soit retiré. On m'a dit que j'avais contribué à l'écrire et que par conséquent, il y resterait. J'ai répondu que je n'y avais pas vraiment contribué puisqu'on n'avait pas transcrit ce que je disais. Enfin, ça a été un vrai combat jusqu'à ce que je les menace de poursuites juridiques et qu'ils finissent par enlever mon nom. Et je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui malgré tout sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. De nos jours, un mouvement institutionnel très puissant soutient l'idée que l'homme est le principal responsable du réchauffement planétaire. Nous voici à Nairobi où sont rassemblés nombre de fonctionnaires dévoués, de militants d'ONG, de collecteurs de fonds pour la taxe carbone, ainsi que de journalistes spécialisés dans l'écologie. Cette conférence organisée par l'ONU va durer 10 jours. On y discutera des bouleversements climatiques de la planète et on attend plus de 6000 participants. Il ne faut pas perdre de vue que le réchauffement climatique peut créer des dizaines de milliers d'emplois. C'est une source de profit énorme. On investit des milliards de dollars dans la recherche sur le climat. Par conséquent, un grand nombre de personnes dépendent de ces investissements et ont bien l'intention que ça continue comme ça. Imaginons que quelqu'un se lève et dise « Essayons de regarder tout ça calmement, rationnellement, et de réétudier la valeur réelle de chaque affirmation. » Eh bien, cette personne serait immédiatement bannie. À trop secouer le cocotier, on risque de prendre une noix sur la tête. Cela va nous arriver, c'est compréhensible. Mais ça devient assez inquiétant, difficile à vivre, et les attaques sont de plus en plus personnelles. Il y a eu des menaces de mort et ce genre de choses. Croyez-moi, ce n'est pas une promenade de santé. De nos jours, émettre des réserves sur les causes du réchauffement climatique équivaut à prétendre